Bonjour et bienvenue au podcast de Avad, où on parle de la foi et du travail. Comme à chaque fois, je reçois un invité différent qui va nous parler bien de comment il vit sa foi au travail, parce qu'on croit dans le mouvement Avad que le travail est une œuvre qui nous a été confiée par Dieu et c'est une œuvre qui vise à nous transformer et à transformer les autres autour de nous. Alors, je vais recevoir aujourd'hui Martin, qui va nous parler de son métier de lettreur artistique et calligraphe, métier que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert à travers cette rencontre. Il va nous parler un petit peu de comment il s'est retrouvé dans l'entrepreneuriat, comment c'est devenu une histoire de famille, puisque son fils y est impliqué, d'une difficulté qu'il a rencontrée en 2023 dans son entreprise et comment il a traversé cette circonstance. Est-ce qu'il a été éprouvé dans sa foi? Comment il a vécu les choses? C'est ce qu'il nous a partagé pendant cette heure. J'ai découvert un homme que je ne connaissais pas qui est, je dirais, rempli de joie, extrêmement doux et qui nous partage sa passion de son sujet, de ce qui fait des gens aussi de manière extrêmement chaleureuse. Alors j'espère que ce podcast va vous apporter autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Martin. Salut Florian. Ça va? Ouais, très bien. Bon, je suis content de te rencontrer. Moi également. J'avais hâte. Je te connais plus que toi tu me connais parce que je t'ai écouté puis je t'ai vu au sommet du leadership. Ah oui, c'est vrai. Avad aussi. Oui, c'est vrai, ouais. T'étais venu au dernier de Avad. Ouais, les deux derniers. Les deux derniers? Ouais. Le dernier était vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était le fun. J'ai bien hâte, je pense que Marc et Mélanie nous écoutent et ils savent combien on a hâte au prochain. Je sais que c'est beaucoup de travail pour eux. Eux, ils ont peut-être moins hâte d'organiser le tout, mais nous, on a hâte. Cool, écoute, je suis bien content de te rencontrer. C'est la première fois que je rencontre un calligraphe. Donc, j'ai bien hâte que tu m'expliques un peu le métier. J'ai vu un peu ce que tu as fait. Je vais regarder un peu ton travail pour me faire un peu une idée et puis comprendre. Mais juste ce qu'il faut pour comprendre et ensuite te poser des questions. Parfait. Et puis, j'ai hâte de te découvrir tout simplement parce que je sais que tu as vécu toutes sortes de choses. J'ai lu un peu sur l'histoire familiale aussi. Fait que ça aussi, ça m'a l'air d'être vraiment passionnant. J'ai bien hâte que tu nous racontes tout ça. On commence par quoi? On commence par toi, qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi la calligraphie? Je te laisse diriger. Famille. Tu veux que je te parle de... Famille, travail, donc, église. Famille, je vais dire premièrement que je suis marié avec Annie. On est très heureux d'être mariés. Ça fait plus de 30 ans. On a 4 enfants. Ouais, 4 bons enfants, donc on est très heureux de ce côté-là. On vit une belle vie de couple, je pense, avec ses défis puis tout ça, mais on s'est rencontrés à l'église. Donc, on avait toutes les deux comme une base de foi, puis je pense que tous les deux, on avait envie de bâtir notre couple puis notre famille sur la foi. Donc, né dans une famille chrétienne? Pardon? Toi, t'es né dans une famille chrétienne? Oui, catholique. Mes parents ont toujours été pratiquants. Au moment où beaucoup quittaient l'Église, mes parents ont continué à aller à l'Église, à fréquenter hebdomadairement l'Église. Donc, ils nous ont légué vraiment je dirais, une tendance à faire confiance à Dieu. Puis ça a été une bonne base dans ma vie. Puis à l'âge de 19 ans, en fait, pendant l'adolescence, j'ai des deux côtés de ma famille. Donc, du côté de mon père, du côté de ma mère, des oncles et des tantes se convertissent. Donc, ont une démarche de foi là, plus dans les branches évangéliques. Puis ça amène des discussions quand même assez intéressantes. Fait que c'est des sujets qui ont été comme toujours présents dans la famille, là, la foi, tout ça. Fait que c'est ça. Puis à l'âge de 19 ans, je suis allé passer 2 semaines chez un de mes oncles, justement, qui s'était converti dans une église à Québec. Et puis, c'est un oncle que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup d'ailleurs, puis qui a eu un gros impact dans ma vie, dans sa façon de vivre sa foi.
Fait que ça, c'était à l'âge de 19 ans, pas mal. C'est ça. J'ai eu une démarche de foi assez active, on va dire. Okay. Et donc, assez jeune. OK. Et donc, tu es toujours dans l'Église catholique? Non, je suis à l'Église évangélique d'Israëli depuis que j'ai 22 ans. OK. Donc, c'est ça. En fait, moi, je suis natif de Magog. Okay. J'ai grandi à Magog. Puis, j'ai déménagé à d'Israëli pour quelques raisons. Là, j'avais acheté un terrain. Puis, j'étais un type un peu bohème. Et puis, je vivais un peu dans le bois, puis un peu chez mes parents. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire le move de déménager à d'Israëli. Puis, je me suis impliqué dans l'église. J'avais commencé d'ailleurs à aller à cette église-là parce que j'étais moniteur dans un camp. Fait que c'est ça. Puis après ça, c'est là que j'ai rencontré Annie, ma conjointe. Puis, ouais. Wow, c'est beau. Donc 30 ans de mariage, 4 enfants, tout va bien. Ouais. Et alors, le travail, qu'est-ce que tu fais? Le travail. Donc, je dis que je suis calligraphe, mais je suis à la base, j'ai appris mon métier par mon père. Je suis lettreur au pinceau, c'est quand même très rare. Ça revient, là, ça revient à la mode. Il y a quelques jeunes qui apprennent à faire du lettrage au pinceau, puis c'est beau de voir ça. Là. Mais donc, j'ai commencé en faisant des enseignes pour, même à l'adolescence, pour mes oncles qui étaient en affaires, puis tout ça. Puis, fait que j'ai grandi là-dedans. Là, j'ai grandi autour du lettrage, des enseignes, puis tout ça. Puis, à l'âge de 22 ans, tout s'est fait en même temps. Là. À l'âge de 22 ans, quand j'ai déménagé, j'ai décidé de me lancer en affaires officiellement. Donc, j'étais à mon compte, puis tout ça, mais c'est ça, 22 ans. Puis, mais tout le temps, axé très artistique, tu sais. Je me suis lancé en affaires, mais tu sais, j'avais pas la bosse des affaires. Tu sais, je suis pas entrepreneur à la base. Ben, je le suis par la force des choses, mais je suis beaucoup plus artiste dans l'âme, là, tu sais. Ben, ça prend un certain talent artistique pour faire ce que tu fais. Oui, c'est ça. Donc, tous mes designs d'enseigne que je faisais tournaient beaucoup alentour de la calligraphie, donc l'art de la belle écriture. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai toujours mêlé les deux un petit peu. Quand on a commencé à avoir des enfants, ben là, il fallait mettre du pain sur la table. Et puis là, j'ai délaissé un peu plus le côté artistique pour être capable de subvenir aux besoins de la famille. Puis de travailler un petit peu plus, là, moins sur ce qui me tentait, plus sur ce que je devais travailler. Ouais. Et alors, tu dis que tu es parti à ton compte, mais tu ne travaillais pas dans l'entreprise familiale? Donc, mon père était lettreur, mais juste par les fins de semaine. Ah. Et puis, quand j'ai commencé à faire du lettrage, j'ai commencé à l'âge de 12 ans là, à être plus actif un peu, puis 15 ans, j'en faisais, 17 ans, puis lui, il a arrêté. Ah oui! Fait que, tu sais, fait qu'on a eu une période là, entre 12 et 22 ans, je vais dire, que je n'ai toujours fait un peu, mais c'était pas officiel, tu sais, c'était plus des petites job-in, comme on dit, qu'on prenait, là. Fait que tu démarres l'entreprise à 22 ans. C'est ça, à 22 ans. Officiellement. Ouais, okay. C'est comme ça que je le dis. Seul? Oui, seul, ouais. Puis là, ben, je dis toujours que je suis parti au bas de l'échelle, là, j'avais rien. Je suis parti au bas de l'échelle, puis il manquait les 3-4 premiers barreaux. Fait que ça a été un début assez difficile. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui? Ouais. Et aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Donc, sur 30 quelques années, 35 ans maintenant, là, il s'est passé plusieurs choses. J'ai jamais eu une business là, qui a grandi de façon stable. Ça a toujours été en dents de scie. J'ai commencé à engager là, au fil des ans, puis à ajouter toutes sortes de choses. Donc, la sculpture, puis la découpe de lettres 3D. Mais peut-être, je ne sais pas si tu as fait le lien, mais tu sais, les grosses lettres Avad. Aux conférences, c'est wow! C'est beau, ouais, c'est très beau. Donc, des lettres architecturales, des lettres 3D là, pour mettre en valeur les événements ou les entreprises. Ça. Donc, au fil des ans, j'ai commencé à engager. Puis, on a monté. J'ai jamais eu une grosse entreprise. Le plus qu'on a eu, c'est 5, 6
7 employés, là, puis à temps partiel aussi, certains. Là. Jusqu'en 2018, où là, est arrivé... tu me diras si je m'étends trop sur T'es arrivé à un événement. Ouais. Ben, en 2018, j'ai perdu 2 employés clés dans un très court laps de temps. Puis ça m'a remis en question parce que, je sais pas si tu te souviens, mais c'était en 2018, on parlait beaucoup de main-d'œuvre, puis de pénurie de main-d'œuvre, puis tout ça. Puis je savais que j'aurais c'était mes employés clés. Je savais que j'aurais beaucoup de difficultés à les remplacer. Puis j'ai juste décidé, j'en revenais pas de prendre cette décision-là. C'est une décision qui s'est prise avec, comme je dis toujours, avec une boîte de Kleenex. Là. Ça a été très difficile, mais j'ai décidé de laisser aller ma gang. Puis j'ai continué tout seul, ou à peu près tout seul. J'engageais quand même, mais juste sporadiquement, aux besoins. Donc, de 2018 à la suite, là, j'étais prêt... J'ai continué en naviguant en solo, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, la COVID est arrivée. Fait que là, j'étais content de ne pas avoir comme toute la responsabilité de fournir du travail, puis dans un contexte où on ne savait pas où on s'en allait, là. Tu sais, quand c'est arrivé, personne ne savait ce que ça allait faire, cette histoire-là. Donc, j'étais quand même content de ne pas avoir d'employés. Mais ça a été une décision difficile à prendre, là, de laisser aller ma gang. Puis c'était juste après avoir gradué à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, c'est vrai, ça aussi, c'est autre chose que tu avais fait. Oui, ben on en a parlé un petit peu en se préparant tantôt, mais je veux dire... moi, j'étais entré à l'école d'entrepreneurship pour faire grandir ma business, puis la première chose que je fais, je laisse aller mon monde, tu sais. Mais je pense que mon parcours à l'école m'a révélé un peu plus qui j'étais. C'est ça que ça m'a aidé le plus à faire mon 2 ans là-bas. Là. C'est un parcours extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié. Puis a peut-être révélé un petit peu plus mon côté artistique, tu sais. Donc, me poser des questions sur, OK, peut-être que je dois ramener le côté artistique que j'avais un peu laissé de côté à cause de la famille, puis des obligations, puis tout ça. Fait que c'est ça. OK. Puis donc, concrètement, ça veut dire que tu aides des commerces, de toutes sortes d'établissements, en l'occurrence, c'est comme ça que je le vois, oui. À bâtir leur identité visuelle. Oui. Et puis après, ça se transcrit aussi dans des événements, mais décris-moi 2-3 exemples de ce que tu réalises ou pour qui tu le réalises. Comme ça va aider dans la tête des gens qui nous écoutent un peu mieux comment ce métier-là est. Puis vous êtes peu nombreux à faire ça? Vous êtes nombreux à faire ça? Ben, il y a beaucoup de compagnies d'enseignes, mais nous, ce qui nous distingue un peu, c'est qu'on travaille en volume. On fait beaucoup de 3D. Donc, on fait, entre autres, des enseignes pour des entrées de municipalités. On travaille beaucoup pour les municipalités. Notre client majeur, c'est Métro. Donc là, pour Métro, mais on fait les petites bannières de Métro. Donc, on fait des décors intérieurs pour les petites bannières. Okay. Puis, comme tu dis un peu, les entreprises, là, aider les entreprises à se démarquer justement en créant des repères visuels qui dans un contexte de compétition, ressortent. Là, ça fait que, intéressant. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on est dans un monde très digitalisé. Oui. Et je trouve ça intéressant justement qu'il y ait plus de physique, mais que le physique, justement parce qu'il y a beaucoup de digital, soit plus mémorable en fait. Oui. Ça se peut-tu que les enseignes qu'on voit quelquefois, je vois par exemple dans le vieux Bromont, là, des espèces d'enseignes 3D qui présenteraient un peu l'entrée d'un endroit, qui délimiteraient des secteurs et tout ça, ça pourrait être des choses que tu absolument. fais. Que tu as fait ou que tu fais? Que je fais, oui. Mais à Bromont, j'ai un de mes bons amis qui est là, qui fait des enseignes, là, Sylvain Choquette. OK. Ça, Vous connaissez donc, c'est un petit monde. Oui. OK. Donc, marié, 4 enfants, un métier que tu aimes et qui te semble beaucoup de passionné. Oui, absolument. Ça, c'est clair. On parlera un peu plus des saisons que tu as vécues, justement, dont un événement en particulier que tu as vécu au niveau du travail qui était assez éprouvant, enfin, et demandant, on va dire. Comment tu penses que ton travail, toi qui es créatif, comment ton travail
Et comment ta foi, impacte ton travail ou joue un rôle dans ton travail? Comment tu concilies les deux? C'est très souvent, on se voit, nous les chrétiens, du lundi au vendredi faire un boulot, l'un comptable, l'autre travaille dans un restaurant ou dans le milieu de la santé, etc. C'est plus ou moins tangible ou clair pour nous quand on est au travail qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. On a une vision qui est très ministérielle. Souvent, ça se passe dans l'église, dans le bénévolat qu'on fait. Par chance, on se retrouve dans le staff de l'église. Et donc là, on a la bonne place, on a l'impression qu'on fait les bonnes choses. Tout ça, c'est formidable. Il n'y a rien là-dedans qui est mauvais, évidemment. Mais ce qu'on croit avec le mouvement Avad, c'est qu'on est amené, dans le milieu du travail, à pouvoir agir aussi dans la vie des uns et des autres, que le travail a un rôle à jouer sur nous aussi, dans notre cheminement et dans notre développement en tant que chrétien. C'est pas comme si c'était une veste qu'on posait le dimanche soir et on en mettait une autre le lundi matin et vice-versa. Donc, comment toi, tu le vois dans un milieu aussi particulier que le tien? Comment tu vois la foi s'impliquer dans ton travail? Comment ça s'imbrique? Bon, je commencerai en disant que ma vie n'est pas très cloisonnée. Dans le sens où, je pense que c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui sont à leur compte, c'est comme ça. Là, l'horaire n'est pas fixe, puis tout ça. Donc, l'horaire étant pas fixe, on déborde le soir, on rentre tôt le matin. Je pense que la foi, c'est un peu la même chose. Je le vois un peu comme ça. La foi est là à longueur de journée. J'ai commencé, juste pour te donner une idée, là, quand j'ai commencé, un des premiers livres que j'ai lu, puis peut-être que tu es plus jeune que moi pas mal, je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais ça s'appelait Business by the Book. Par Larry Burkett. C'était un monsieur qui était beaucoup dans le secteur financier. Je pense qu'il parlait beaucoup de la façon de gérer les ressources matérielles, les ressources financières qu'on a, puis ça. Puis juste le titre, Business by the Book, c'est comme comment les principes qu'on trouve dans la Bible impactent la façon que tu vas prendre des décisions dans l'entreprise, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de chapitres sur, c'est en anglais, là, hiring decisions, les décisions pour d'embauche, puis firing decisions, quand tu dois laisser aller quelqu'un, puis donc, tous des principes. Fait que ça a eu quand même un bon impact dans ma vie. Comment tu es venu à connaître ce livre? Je me souviens pas. OK. Intéressant. Non, j'écoutais dans le temps, j'écoutais WCHP. C'était une radio dans l'État de New York, mais qui avait un rayonnement jusqu'à Montréal, puis on était capable de capter... wow. On est loin, là, on est au début des années 90. Donc, Internet n'existait pas. Là, donc, je pense que c'est comme ça que j'avais entendu parler de ce monsieur-là. J'avais entendu parler du livre. J'avais acheté ce livre-là. Puis... Donc, c'est un chrétien qui a écrit un livre qui explique un petit peu comment gérer ton entreprise selon les principes de la Bible. Oui, exact. C'est bon, exact. Fait que ce livre-là, il a un bon impact au début. Puis, je te dirais, le livre des Proverbes. Je lisais les Proverbes beaucoup. Puis, j'avais beaucoup de passage des proverbes surlignés, puis que je méditais souvent là, sur l'activité. Est-ce que tu en as un en tête qui te marque? Si tu trouves un homme habile dans son travail, il va se retrouver devant les rois. Donc, c'était une façon pour moi de dire de bien faire mon travail, puis c'est ça, d'avoir un standard assez élevé dans la qualité de mon travail. Puis tous les versets qui parlent de l'homme qui est actif, puis les bénédictions qui y sont associées, puis tout ça. Un autre celui-là, je pense qu'il est dans Ecclésiaste, là, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Donc, attends pas d'avoir tout ce que ça prend pour faire X, Y ou Z. Lance-toi avec ce que tu as, puis
Donc, je dirais que le livre des Proverbes, le livre d'Ecclésiastes aussi m'ont beaucoup canalisé dans ma façon de vivre ma foi au travail. Puis c'est ça, d'intégrer ma foi, d'intégrer mes valeurs dans tout ce que je fais. Donc, ça se répercute évidemment dans tes relations, la façon que tu vas parler avec le monde, puis de voir qu'au final, ce qui est précieux, c'est les personnes, plus que... Oui, tu veux faire une œuvre, puis livrer un produit qui va faire du bien à la business, mais c'est premièrement les personnes qui ont de la valeur, donc ta façon d'interagir avec les autres, est très important. C'est prioritaire. Ouais. Ça me rappelle, tu te souviens de c'était la dernière conférence à Avad, la dernière de la journée, et j'ai oublié le nom du monsieur, mais j'ai trouvé ça super intéressant, où il parlait de l'intendance et de la gestion de ce qui nous était confié, et il parlait, Dieu vous a confié deux choses, du temps et des gens. C'est super intéressant, parce qu'on a une mauvaise conception dans le séculier, on ajoute dans notre tête à nous, quand l'argent est un paramètre, en fait l'argent n'est pas dans l'équation, en fait on parle vraiment du temps et de l'argent, les deux choses dont on dispose, qui sont les plus précieuses, et qu'on doit utiliser avec le plus avec lesquelles on doit travailler avec le plus de sagesse et qui sont vraiment précieux en fait. Fait que c'est intéressant que tu dis ça, c'est vraiment ça qui ressortait dans cette conférence. Pour ceux qui l'ont pas vu, je les inviterai à l'écouter parce que c'est très bruyant la dernière, mais ils ont mis une version en ligne c'est vrai, où ils ont enlevé le bruit. Tu vois, je me souvenais pas, donc ça a pas... Ça t'a pas marqué, mais ils ont enlevé le bruit de fond, donc on l'entend vraiment de manière audible, mais c'était vraiment très très bon. J'avais jamais vu se présenter cette gestion, cette intendance-là de cette manière-là, qui va un peu à l'encontre de ce que je retrouve beaucoup dans le séculier sur la question de la productivité, tu sais, faire plus, pour faire plus, alors que là on te dit juste, utilise ton temps de manière sage, et dans ce temps-là aussi tu prends soin des gens. Fait que ça rejoint ce que tu disais, je trouve. Tu me fais penser à quelque chose. Il y a quelque chose qui a cliqué, ça va peut-être revenir. Ok. Fait que tu dis donc l'Ecclésiaste, les Proverbes et ce livre. Business by the Book, qui t'ont inspiré. Et puis comment concrètement tu vois, quand tu dis, et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu un débordement de ton cœur, finalement tu dis, toi ta foi elle vit et puis elle déborde dans ton travail. Comment tu la vois agir ou tu te vois agir justement? Répète, excuse-moi. Quand tu disais, moi je le vis comme ça ou je l'entends comme ça quand tu dis, moi, ma foi, c'est tout au long de ma journée, c'est tout au long. Donc ça déborde, entre guillemets. Il n'y a pas un cadre comme mon travail en tant que tel. Donc les deux sont très mêlés. Comment tu la vois agir? Est-ce que c'est dans ton inspiration? Est-ce que c'est dans tes relations avec des partenaires? Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des choses où tu as vécu quelque chose et tu te dis, tiens, c'est drôle, je me suis retrouvé dans cette circonstance-là, j'ai agi de telle manière et c'était pas mal inspiré, j'ai l'impression... et si ça n'était qu'à moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Tu sais, moi, mon histoire que je t'ai partagée tantôt, je te disais que je me retrouve devant un associé. On est en train de prendre un lunch dans le parc et tout pendant l'été. Puis j'ai une conversation avec lui. Puis je sais que la boîte va pas super bien financièrement, que ça s'en vient. Il y a des coupures qui s'en viennent. Quand tu es ressources humaines, tu le sais d'avance. Puis je sais pas pourquoi, je me mets à lui dire tu sais, si tu dois couper quelqu'un dans l'équipe. Moi, je pense que je suis plus utile maintenant. Je pense que, selon moi, tu pourrais envisager de couper mon poste. Moi, j'ai pas de mal avec ça. Puis l'associé me regarde avec les yeux ronds comme des billes en me disant « Mais toi, t'as un plan B? Pourquoi tu me dis ça? Nous, on n'a pas du tout l'intention de couper ton emploi. Pourquoi tu dis ça? » Et pour moi, c'est très contre-intuitif parce que ça va très bien professionnellement. Je suis apprécié de mes collègues. Je suis papa de 2 très jeunes enfants. Je suis le plus gros salaire de la maison. C'est sur là-dessus qu'on base notre style de vie. On a quand même un projet, c'est d'acheter une maison. C'est pas vraiment le timing idéal pour parler de se faire licencier de ton employeur actuel, quoi. Surtout pas de l'offrir. Surtout pas de l'offrir en avance alors qu'il t'a rien demandé. Mais quand je l'ai dit, je sentais un besoin irrépréhensible de dire ça et que c'est la bonne chose à faire. Et quand je suis sorti de cette conversation-là, il y a un bout de rationnel qui est parti en disant qu'est-ce que je viens de dire? Et un bout de moi qui a dit non, mais je suis très en paix avec ce que je viens de dire. J'ai pas eu de stress
qui embarquait derrière. Je me suis dit juste, c'était la chose à dire. Ouais. Puis tu sentais que c'était ça qu'il fallait dire. Exactement. C'est comme une inspiration de Exactement. dire. Ouais. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, de... Est-ce que toi, tu as eu des trucs, là, c'est peut-être intense, mon affaire, mais... J'ai pas... Comment? Je dis, mon affaire est peut-être un peu intense, oui, mais non, mais c'est une belle intensité, c'est inspirant. Il me vient rien présentement. Je suis certain que dans à peu près 1 heure, je vais avoir trois exemples. Je pense que peut-être en étant impliqué dans l'Église, une des choses que j'ai fait beaucoup, c'est les décors de pièces de théâtre qu'on faisait à chaque année. Pendant 10 ans, on a fait des pièces de théâtre. Donc, c'est lié au travail, là, tu sais, mais c'est pas nécessairement un mandat dans le séculier ou quoi. Là. Mais je me souviens être devant des situations impossibles. Puis je dis tout le temps ça comme ça, d'avoir senti la grâce palpable dans l'atelier, tu sais, une inspiration pour accomplir quelque chose dans un temps impossible à le réaliser, avec des défis techniques. C'était, pas juste pour le nommer, là, c'était un décor, c'était un livre pop-up. Donc, énorme, là, ça avait 12 pieds de haut, là, en mètres, je sais pas combien ça fait, 12 pieds de haut par 14 pieds de large qui ouvrait, puis tout se déployait. Là. Wow! Ouais, c'était assez... mais on a fait ça dans un temps record avec des défis techniques, des problèmes qui arrivaient. Puis là, il faut qu'on le solutionne là. Tu sais, t'as pas une semaine pour y penser ou quoi. Il faut qu'on le solutionne là parce que ça a un impact pour demain. Tu comprends? Pour la journée de production de demain. Puis, donc, des inspirations divines, vraiment. Ouais. Mais je suis certain que j'aurais plein... Je suis certain que je vais avoir plein d'autres idées. Mais peut-être que je pourrais quand même dire, peut-être plus au début, tu sais, sur 35 ans, il se passe bien des choses, mais j'étais pas très discipliné au début là, dans mon travail, puis j'avais de la difficulté. Étant donné que j'avais mon côté artistique très développé, je passais beaucoup trop de temps sur mes contrats. Des fois, je débordais les échéances. J'avais beaucoup de difficultés à respecter les deadlines. Puis je demandais au Seigneur, dispose le cœur de mon client. Puis tout, ça fonctionnait toujours très bien, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est... non, je pense que j'essaie, en tout cas, d'être comme en relation constante avec Dieu dans tout ce que je fais. Puis, tu sais, j'irai pas jusqu'à dire que je lui parle là, à tout moment, mais presque. Ah oui? Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est vraiment intégré, là, tu sais, d'avoir une conscience qu'il y a un regard sur ma vie, puis que ma vie, elle a une fin, puis que puis je dis pas ça dans le sens qu'il faut que j'accomplisse quelque chose, puis non, mais tu sais, je veux dire, pour moi, la vie terrestre, c'est pas une fin, tu comprends? Fait que j'ai comme tout le temps un petit peu conscience de l'au-delà, là, tu sais, de cette réalité-là. Ouais, c'est ça, de cette réalité-là, c'est justement, comme tu le dis très bien, là, c'est parce que souvent, c'est loin, hein? On voit ça loin, notre fin, on la voit loin. Mais elle n'est pas loin, elle est tout proche. Mm-hmm. Puis moi, ça m'inspire même à quelque part, tu sais, c'est... OK, qu'est-ce que je vais léguer, tu sais? Qu'est-ce que je suis en train de léguer? Parce que c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et puisque tu parles de legs, justement, et on parle des enfants, je crois que les enfants sont impliqués? J'ai un de mes fils qui travaille dans l'entreprise, oui. Puis, qu'est-ce que tu veux lui léguer? Je veux lui léguer une confiance en Dieu plus que mon entreprise, tu sais, c'est même... On n'en parle pas vraiment. Puis c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui l'intéresse non plus. Puis c'est correct, tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça que ce que j'ai commencé se poursuive. Mais
il y a quelque chose qui est bien plus important que ce que j'ai bâti physiquement, on va dire. Ou, tu sais, j'ai déjà dit, moi, ce que je veux léguer à mes enfants, c'est une église. Tu sais, c'est une église qui est vivante, c'est une foi active, c'est une foi intégrée dans le quotidien. Tu sais, Mais ils te voient travailler comme ça? Ils te voient travailler? Tu veux dire dans mon travail? Ouais. Oui. Oui, ils te voient au quotidien. Oui, ben mon fils Jean-Martin, oui. Les autres, moins un peu, là, parce qu'ils sont pas impliqués dans l'entreprise, mais oui. Mais si on lui demandait qu'est-ce qu'il voit de toi, est-ce qu'il t'a déjà dit des choses qu'il voit de toi par rapport à ça? Parce que c'est intéressant ce que tu dis, je vais lui léguer un peu l'église. Mais c'est un peu ça que tu fais avec ton travail, parce que tu travailles avec plein de gens, plein d'intervenants, des clients, etc. J'assume que oui, la base de ton travail, c'est toi, mais il y a tout un écosystème autour de toi, j'assume, non? Oui. De ci et de là. Oui, de relations, c'est ça? Tout ça, oui. Mais... Est-ce qu'il t'a dit des choses de toi qu'il a vu là-dedans dans ton travail? Est-ce que vous avez des pas échanges? Vraiment. Ben, peut-être que oui, puis que là, ça me vient pas, mais... Mais avez-vous des conversations là-dessus? Oui. Continuellement, là. Puis qu'est-ce qu'il dit quand vous parlez de ça? Ben, je pense qu'on se challenge sur notre vision des choses, notre vision de la foi, puis sur ce que les choses signifient. C'est quoi le sens des choses, finalement? Fait on jase de choses assez profondes, là. Mais qu'est-ce que lui voit ou qu'est-ce que lui comprend de ça? Parce que pour toi, je l'entends quand tu le dis, là, c'est autre chose. C'est pas juste ce que tu crées de tes mains et ce qui sort de l'atelier. Ouais. C'est ce que tu fais à travers ça. Oui. Est-ce que ça, c'est des conversations que vous avez? Est-ce qu'il a conscience de ça? Que toi, tu le vois ainsi? Ben non, peut-être pas assez. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Parce que ce que tu viens de partager là, ta façon dont tu le vois, je trouve ça intéressant parce que tu centres pas ça sur ce que tu fais en tant que tel. Tu en as parlé, évidemment, mais ça a l'air d'être au-delà. Donc, est-ce que je me questionne, est-ce que dans son travail, dans ce que vous faites, est-ce que lui, il le perçoit, ça? Ben, je pense que oui, j'espère. C'est plus facile tu sais, que je disais que je veux léguer à mes enfants une église, puis le contexte dans lequel j'ai dit ça, c'est que j'étais impliqué dans l'équipe pastorale, puis tout ça, donc tu sais, c'est... Donc, si je fais une équation pour le travail, ben, je pense que ce que je veux léguer... Mais c'est toujours tout intégré, tu comprends? C'est tout mêlé dans mon affaire, là, tu sais, j'aime pas mettre les choses en boîte, fait que, tu sais, on a une vie, puis les choses se répercutent dans tous les domaines de notre vie. Mais peut-être que ce que je dirais, c'est que je veux léguer une approche puis une façon de gérer les relations le mieux possible, tu sais, d'affaires, avec les fournisseurs. Ouais, je pense que c'est l'équivalent, en fait. Là. Fait que quand tu me dis ça, j'assume que les gens autour de toi avec qui tu travailles, fournisseurs ou clients et autres, savent que tu es chrétien? Oui, mais pas tous. Mais pas tous? Non, c'est pas nécessairement... c'est pas un sujet de conversation non plus. Est-ce que ça a suscité des questionnements, de la curiosité? Qu'est-ce que ça a De leur part ou de ma part? De leur part à eux, ouais. Oui, sûrement, mais tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai pas nécessairement d'exemple, on va dire, là, qui est flagrant de il s'est passé telle chose, puis là, on s'est mis à jaser de... Ben, oui, j'ai certains exemples, tu sais, mais c'est pas le centre, je dirais, de la relation, donc c'est pas quelque chose qu'on jase nécessairement. Mais je sens quand même que c'est là dans ma vie, puis je sens que le regard des gens sur moi est particulier, puis je le fais dans cette conscience-là.
Tu comprends? Ben, qu'est-ce que tu veux dire, le regret est particulier? Pas pour prouver quelque chose. Non, là. je comprends. Oui. Mais tu sais, je trouve que le regard des gens sur notre vie, c'est très positif. Dans le sens où c'est stimulant. Moi, ce que ça fait, en tout cas en moi, c'est que ça crée un sens du devoir. Puis ça canalise ma façon de gérer tout, en fait. Ouais. Et dans ce que tu vis, dans ce travail, dans ta foi, est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu étais amené à faire, à dire, au-delà de ce que ton travail t'a amené à faire dans ces relations-là? Tu vas me trouver plate, là, mais je sais pas. Non, j'y viens rien. Je sais pas, je donne un exemple. Tu rencontrerais quelqu'un, puis vous discutez d'un truc complètement relié à ce que tu dois livrer, mais tu vois que la personne a l'air de pas bien aller. Parce que je comprends. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que, on en parlait tout à l'heure en off, on s'attend beaucoup dans le travail, là je dis pas, je pointe personne du doigt, mais il y a une conception un peu du chrétien qui va donner un verset à quelqu'un, va dire à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Puis tout ça, toutes ces choses-là sont des bonnes choses, évidemment, loin de moi de critiquer quoi que ce soit là-dessus, mais quelquefois, ça peut se manifester, je pense, d'être ce qu'on est, d'avoir une foi, de démontrer notre foi et Christ en action en nous, d'autres manières. Et quelquefois, c'est de faire preuve de donner du réconfort à quelqu'un qui vit quelque chose, d'avoir une attention particulière pour des gens. C'est, à mon sens aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on pourrait avoir une sensibilité. Puis moi, j'ai été plus particulièrement, ces dernières années, plus challengé, parce que je pensais que j'aimais les gens, mais c'était à ma façon, pas la façon que Christ veut qu'on aime les gens. J'ai plus le passage biblique en tête, mais c'est très facile de dire bonjour à ton frère ou à ta sœur. Beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Fait que ça, j'ai été beaucoup rappelé là-dessus. Donc c'est pour ça que je disais, en gros, tu sais, je te vois, là, en fait, quand tu me décris ça, je te vois dans ton atelier à faire tes trucs, pas mal seul, quelquefois, dans ta tête, à peut-être chanter, louer. Je peux imaginer très bien ce que tu peux faire dans ton quotidien comme ça. La bonne humeur qui se dégage de toi, ce que j'ai vécu quand je t'ai rencontré. Mais je me dis, quand tu interagis, quand tu es interrompu dans ce flow continu de ce que tu vis, est-ce qu'il y a des moments où toi, tu as vu des choses, ça t'a surpris, ou tu as vécu une tension avec une personne, puis ça t'a peut-être aidé justement d'être, toi, centré? Oui, absolument. C'est drôle que tu mentionnes ça. Il est arrivé une altercation que je ne m'attendais pas du tout. Puis là, je me suis mis à la place de cette personne-là qui me manifestait son mécontentement. Et c'était même pas mon client, là, c'était quelqu'un complètement de l'extérieur de la situation, puis qui vient, puis qui... En tout cas, pas rapport. Puis j'étais là avec mon équipe, puis ma petite équipe, puis nous fait des commentaires désobligeants. Puis je me suis tout de suite mis dans la peau de cette personne-là. Puis, outre, donc j'ai passé outre comment moi je me sentais dans la situation, puis je me suis dit, il doit être vraiment malheureux pour agir comme ça, tu sais. Puis, fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire, tu comprends? Puis j'ai pris la peine de le rappeler le soir, juste pour... Parce que je me suis dit, là, peut-être qu'il agit sous l'effet de la colère ou peu importe. Puis que peut-être que si je le rappelle, je vais pouvoir avoir une conversation plus paisible avec lui, puis aider à régler, pas son problème, mais tu sais, son souci, on va dire, tu sais, ça... Ou... En tout cas, je peux pas donner trop de détails, puis ça donnerait rien, mais... puis ça a pas du tout marché, là, tu comprends? Puis ça m'a comme troublé un peu, mais beaucoup en lien avec comment cette personne-là vit sa vie. Puis là, je me suis dit, mais s'il y a du monde qui vivent comme ça, malheureux tout le temps, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Comment on fait pour
à être des lumières, puis à être le sel, ou peu importe, comment on fait pour amener l'ingrédient qui peut arriver à changer. Mais au final, c'est pas nous qui faisons quelque chose, on est juste là, on est juste des outils dans la main de Dieu, je pense, pour amener un baume sur des blessures humaines. Hein? Mais c'est ça. Je sais plus c'était quoi la question. Là, non, mais c'est exactement ça. C'est des circonstances où on pourrait être amené à réagir sur le fait, sur comment on se sent, et puis, mais de se dire peut-être que j'ai le bon bout du bâton dans cette circonstance-là, parce que objectivement, j'ai des circonstances plutôt bonnes. Incroyable. Je me sens béni, puis je vois quelqu'un qui en ce moment vit quelque chose qui a pas l'air d'être le fun. Absolument. Puis c'est pas d'essayer de le sauver, c'est pas ça le point de l'histoire, mais c'est peut-être de dire mais comment je peux faire en sorte que juste cette situation-là puisse débloquer. Calmer le jeu, c'est ça, ou qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là, tu sais. Et la leçon, c'est que tu as essayé, puis ça n'a pas été forcément mieux non plus. Mais un petit peu comme tu disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est pas nous le résultat, tu sais. Des fois, on est juste une semence dans la vie de quelqu'un, puis on n'a aucune conscience de ce qu'on a produit. Oui, produit ou semé, ou le résultat ne nous appartient pas. Tu sais, non, mais c'est bon, parce que ça veut dire que faut être attentif là-dedans, parce que ça peut arriver à n'importe quand, n'importe comment. Puis deux, je pense que toi, peut-être dans ton espèce de flow aussi, ça aide justement à ce que ce genre de choses arrivent. Ben, tu sembles avoir été pris par surprise, mais ça n'a pas réagi spontanément. Je pense à moi qui suis peut-être plus... J'aurais peut-être réagi peut-être moins avec moins de douceur que toi, ou avec moins de réflexion, ou moins de sagesse que toi, mais je comprends. Mais je comprends. Et justement, on se parlait de ça, tu me parles un peu de ton flow quotidien, de comment en fait Dieu est présent dans ton travail, tu sens que ça fait partie de ton quotidien, de ta joie de vivre, etc. Est-ce que tu as des rituels? Tu sais, nous, les professionnels, en fonction de nos réalités, tous et chacun, on essaye de se placer des rituels pour se dire quand est-ce que je prie, quand est-ce que je médite, quand est-ce que je lis la parole. Puis je dis ça, allez, pour tous ceux qui écoutent aussi, de ne pas se flageller. Moi, j'avais regardé un podcast là-dessus qui était intéressant, où justement il disait c'est pas important de dire que tous les matins à 4h30 t'es avec ta tasse de thé et que ça n'a pas marché, que t'as pas été capable. C'est pas que la discipline que je viens de mentionner n'est pas bonne, c'est encore une fois de se dire si j'ai mis ça en place mais que ça n'a pas fonctionné, ou ça ne semble pas fonctionner pour moi, pour toutes sortes de raisons. La saison de vie dans laquelle je suis, je suis pas matinal, j'ai de la difficulté. C'est pas un enjeu, mais c'est juste de chaque fois revenir à la parole, revenir à la prière, de se dire qu'en fait c'est pas quelque chose qui nous est imposé, ce sont des outils qui nous sont donnés. Je sais plus ce que j'avais entendu qui disait ça, il dit Dieu il a pas besoin qu'on le prie, il a donné la prière pour que nous on en ait besoin, c'est pour notre besoin à nous, ça répond à nous, ça répond pas à lui, donc comme la louange, comme le reste, il n'a pas besoin de nos prières, mais nous on en a besoin de ces prières. Donc sans dire qu'on a une espèce de standard, peut-être un standard, te dire, toi, c'est à 7h du matin, ça se passe comme ça, puis il y a des gens, c'est des êtres de routine, ils ont cette habitude-là. C'est super, ça, quand les gens, ils ont cette discipline-là. Mais pour d'autres, peut-être qui ont de la difficulté aussi, toi, c'est quoi ton truc? Comment tu fais pour un... Ouais, je t'ai dit un petit peu au début, je suis plutôt bohème, donc plutôt indiscipliné aussi, tout ça, mais au fil des ans, puis au fil d'avoir essayé toutes sortes de choses, puis... je commence mes journées, puis c'est peut-être aussi par rapport, tu sais, là, on est à une nouvelle phase dans notre vie de couple, et puis tout ça, tu sais, les enfants sont plus à la maison, puis tout ça, tu sais, fait qu'on a un peu plus de temps, donc je commence les journées très lentement, tu sais, puis c'est facile de faire virer la roue très rapidement, puis on pourrait... démarrer le matin, puis mais je commence mes journées très lentement. Puis ça, je pense que ça aide à garder une paix tout au long de la journée, peu importe les situations. Des fois, il y a des situations qui nous dépassent, là, tu sais. Mais quand tu commences lentement, puis que tu sais que tu vas finir ta journée lentement aussi,
là, le pic de la journée est beaucoup plus facile, je pense. Puis, à l'atelier, dans mon bureau, j'ai un prie-Dieu. Fait que je l'utilise pas assez souvent à mon goût, mais de temps en temps, puis c'est jamais très long, mais de temps en temps, je m'agenouille, puis je fais juste dire une phrase ou deux à Dieu. Puis je trouve que c'est inspirant, premièrement, d'être à genoux, dans une posture humble, puis c'est ça. C'est comme si, OK, je suis pas là pour prouver rien à personne. Je suis à genoux devant Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ton œuvre en moi. Puis fais ton œuvre par moi, tu sais. Fait que c'est le prix Dieu, ça fait pas très longtemps, ça fait une couple d'années, mais il va rester. Parce que nos bureaux sont encore pas refaits, là. Ben, tu sais, suite à notre épreuve qu'on a vécue en 2023, là, mais le prix Dieu était là juste avant, puis il va rester là. C'est un objet, c'est un bel objet, je trouve. Ouais. Juste l'objet, je trouve, est inspirant à dire, c'est comme une invitation constante à dire, prends le temps de t'arrêter, prends le temps de prendre une posture d'humilité, puis de recevoir ce que tu peux recevoir de Dieu, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais, le prix Dieu est significatif. Et tu parlais tantôt, tu avais été très inspiré par Proverbes et Ecclésiaste. Est-ce qu'il y a des moments où des moments clés dans ta journée où tu lis? Ouais, c'est le matin. Comme je dis, je commence très lentement. Puis c'est un temps de lecture. Tu lis tout seul ou avec ta femme? Je lis tout seul. On n'a pas... on prie à l'occasion, on prie ensemble. Puis on a des bons moments ensemble. Annie, c'est une femme de prière. Là. Pas moi. Je suis pas très... Je lis plus. Tu sais, je suis plus assidu à la lecture qu'à la prière comme telle. Mais des fois, on a une définition de la prière qui est un petit peu cloisonnée, que... En fait, j'aime pas mettre Dieu en boîte, fait que je me dis peut-être que juste les pensées qui s'élèvent de mon cœur à longueur de journée, c'est peut-être ça la prière. Ouais. J'avais entendu ça d'un pasteur qui disait je prie pas plus de 15 minutes par jour, mais je passe pas plus de 15 minutes sans prier. Ouais, waouh, c'est bien dit. Je trouve ça beau. Ah, j'aime ça. Donc en gros, ce qu'il essayait de dire, je pense, c'est de dire comme tu dis, je la mets pas en boîte, mais c'est une conversation que j'ai en continu. Ouais. Mais il faut faire attention à pas tomber dans toutes tes prières. C'est ça, c'est exactement. Ça. C'est ça. Ouais, mais j'aime l'idée associée à cette posture de cœur de dire je m'en vais faire quelque chose, j'ai une tâche ou j'ai une réflexion, je suis posé. Peut-être que c'est un moment de prière aussi. C'est intéressant, je trouve, comme démarche. Parlons-en de ce fameux événement, puisqu'on fait du mystère autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Puis, comment est-ce que ça a été un point de bascule? J'assume totalement. 2018, je repars en arrière. Tu sortais de l'école d'entrepreneur de Beauce pour être un bon chef d'entreprise. Tu avais fait la démarche sur toi. Mon entreprise. Tu laisses aller du monde. Peu de temps après, la pandémie arrive. Ouais. Puis pour toi, pour ton type de commerce, j'imagine que c'était quand même impactant là, d'être... oui, mais pas tant. Pas tant. Ouais, finalement, on a été 1 mois à tout mettre sur pause là, pour voir, OK, on est dans quoi, là? Ouais. Puis, mais après ça s'est remis à rouler. Là. Mais tu sais, j'étais seul aussi, donc j'avais pas besoin d'un flot de travail incroyable. Là, quand j'ai laissé aller mes chers employés, c'était comme une petite famille. Là. C'était des gens qui étaient là depuis longtemps. Là. C'est pour ça que ça a été difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Donc, 2023. On a eu un incendie à l'atelier. Puis c'est un incendie quand même majeur. Puis, c'est ça, ça a tout arrêté. Là, on a été 7 mois arrêtés de produire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as les... Parce que tu as des machines, j'ai vu que tu avais des machines. Oui, Puis c'est des investissements, là, c'est toutes ces machines et tout ça. Donc, la particularité, il y a deux, trois choses. Là, j'avais pas d'assurance. Ouh. Il est là le défi, en fait. Ah ouais, effectivement, ouais. Puis c'était une décision, réfléchie. Là, c'était pas un coup de tête. Depuis que mon atelier, ma bâtisse était libre d'hypothèque, j'avais décidé de continuer sans m'assurer, me disant que l'argent que j'allais économiser, je vais le mettre de côté. Bon, on le fait jamais, mais tu sais. Et puis faire un peu ma propre assurance. Puis je me suis dit, si je suis 20 ans sans sinistre, ben je vais être capable de... Mais bon, c'est un billet de loterie, hein? Fait que je l'ai gagné. Oh non. Ouais, fait que ça nous a fait reculer là, au niveau financier et tout, là, tu sais, puis de façon sérieuse, au point qu'on s'est posé la question, bon, OK, on fait quoi? On arrête, on vend ce qu'on a, puis on vend la maison, on se fait un logement dans l'atelier. On a quand même un grand atelier, là, c'est 8000 pieds carrés, là, c'est 800 mètres carrés. Là, fait que c'était pas juste puis on n'a pas rien perdu de la structure. Ça avait fait partie de ma réflexion quand j'avais décidé de ne pas avoir d'assurance, c'est que on a un bâtiment qui est tout en béton. Donc, je me disais, si jamais il arrive un sinistre, je ne perdrai pas tout, puis tout ça. Puis c'est un peu ce qui est arrivé, mais tout a été boucané là, partout, là, au grand complet. Là, Fait qu'on n'a pas perdu de machine. OK. Mais je veux dire, si c'était une compagnie d'après-sinistre qui avait fait le travail, là, c'est nous on a tout fait nous-mêmes. Wow. Tu sais, je veux dire, il y a bien des machines qui auraient éliminé. Là. Mais nous, on a choisi, à cause de la situation, de tout nettoyer, puis de... C'est ça. Alors, on a perdu, sur 5 ordinateurs, on a perdu 1 ordinateur. Okay. Mais, tu sais, j'ai eu de l'aide incroyable. Là. Moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus surpris, c'est l'aide de mon entourage. Des gens de l'Église qui sont venus nous aider, des gens de la famille, évidemment, des amis, même des gens qui sont dans le même domaine que moi, de travail, qui sont venus m'aider. T'sais, on pourrait dire des compétiteurs, mais en fait, c'est... Ouais, qui sont venus aider. Fait que j'ai vraiment resté surpris de ça parce que... Excuse-moi. Parce que je me disais, c'est une décision que j'ai prise personnelle de ne pas avoir d'assurance. Si j'avais eu des assurances, ça n'aurait pas été le même portrait. Là, tout se serait fait beaucoup plus rapidement. Le côté financier, ça n'aurait pas été un problème. Mais puis là, de voir que tout le monde vienne aider malgré une décision qu'eux n'auraient pas prise probablement. J'ai une tolérance au risque assez élevée, donc... Mais eux n'auraient pas pris cette décision-là, mais ils sont venus m'aider quand même. Ils n'ont pas calculé l'aide. Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Puis, ouais. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire aussi que tu sais, un incendie, un événement comme ça qui arrive, qui est soudain, qui est spectaculaire, je me trouvais quand même très chanceux d'avoir toute cette aide-là, puis je pensais aux gens qui vivent des défis au niveau de leur santé, qui ont une nouvelle qui est soudaine dans le bureau du médecin, mais qui sont seuls. Tu sais, fait que, à quelque part, je trouve pas ça juste d'avoir été au bénéfice de tant d'affection parce que c'est spectaculaire. Tu comprends? Fait que je reçois tout ça avec beaucoup de... Tu sais, tantôt, je parlais d'un sens du devoir. C'est comme ça que je l'ai reçu. J'ai dit, OK, je reçois toute cette aide-là, puis j'ai appris à recevoir aussi. Donc, je l'ai reçu, mais avec beaucoup de... Il me manque le mot, là, mais...
Ouais, avec un sens du devoir, peut-être, là, tu sais. De gratitude? Oui, de gratitude, évidemment. Mais en même temps, c'est comme si... OK, c'est comme si je peux pas faire ce que je veux. J'ai une redevabilité, c'est peut-être ça le mot que j'ai. Donc, je reçois tout ça avec une conscience que je suis redevable. C'est intéressant parce que tu dis, toi qui as l'air d'être très généreux de ta personne, j'assume très généreux de ton temps, mais tu as dû apprendre à recevoir. Oui, là, j'étais à l'autre bout, là, tu sais. Tantôt, je parlais des décors qu'on avait fait à chaque année, tu sais, on faisait tout bénévolement, puis tout ça, puis c'était quand même demandant, là. Ça demandait tout l'atelier pendant une certaine période quand même assez intense. Mais tu sais, je le faisais de bon cœur, puis tout ça, puis tu sais, c'est ça. Mais là, il a fallu que je me mette de l'autre côté. Et puis, qu'est-ce que ça fait de recevoir? Ah, ben, ça interpelle justement à pas faire n'importe quoi de nos vies. Tu sais, on n'est pas. Je suis pas maître de ma vie dans le sens où c'est pas à moi de décider. Oui, on est responsable, on prend des décisions, puis Dieu nous laisse libre de choisir dans un. Tu sais, tu comprends? Mais je pense que ça m'a amené, en tout cas, à être peut-être encore plus conscient de mon appel, de ce que Dieu m'a équipé avec certains talents. Qu'est-ce que tu fais avec ces talents-là? J'avais commencé une réflexion avant, tu sais, quand je parlais du côté artistique, puis tout ça, puis je pense que j'ai un appel avec mon sens artistique. Mais là, c'est comme venu accélérer cette réflexion-là. Là. Puis ça te conduit où, cet appel-là, ou cette réflexion-là en ce moment? Oh, je rêve de faire de l'art public. Oh, et ça prendrait quoi comme... comment ça se matérialiserait? Ben, toujours avec des typographies ou des calligraphies, toujours avec des lettres. Donc, je vois très bien des œuvres d'art qui intègrent... mais je vois aussi, je pense beaucoup aussi à des citations, à des textes, à des paroles qui nous viennent, qui durent dans le temps. Mm-hmm. Puis je me vois comme un passeur de ces paroles-là, mais au lieu d'être, on va dire, conférencier ou, tu sais, puis de... par l'art, je vois très bien qu'on pourrait léguer à la génération qui suit de la sagesse. Donc, ça peut être, oui, des passages, des proverbes, comme on en a parlé, mais ça peut être aussi présentement, je travaille sur des œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry. Puis, il y a plein de citations qui sont tellement riches de sens, puis je veux juste les passer, donc les passer par là. Fait que je rêve d'art public. Et tu vois des opportunités là-dedans? Pas encore, pas beaucoup. OK. Donc, présentement, je suis plus là, à rebâtir l'entreprise. En fait, l'entreprise est beaucoup là aussi pour être un moteur éventuel pour ce côté-là qui est plus artistique. Là. Tu me disais en début de podcast que souvent on pense que le travail c'est une œuvre qui nous est confiée, qu'on doit faire, tu le disais tantôt avec excellence, quelque chose qui est important pour Dieu, qui nous a été donné dès le début. Et on le voit beaucoup comme quelque chose qui va porter fruit, dans le sens on va voir les fruits, on va voir la production de ça, mais aussi on parle de ce que le travail fait en nous. Ouais. Et toi tu parlais déjà d'apprendre à recevoir, déjà avoir la démonstration que t'as pas besoin de faire peut-être pour recevoir l'amour, l'affection qui t'a été donné, parce que c'est en quelque sorte c'est ça, le temps, l'amour et l'affection. Sur le côté, la finitude, sur le fait que tu aies conscience que tu es là pour un temps donné, que tu veux que ce soit le plus impactant possible, donc que tu veux que ça ait du sens pour toi. Ce serait intéressant de voir de ton côté comment cette vision-là, elle va évoluer. Est-ce que tu vois d'autres choses qui évoluent en ce moment? Parce que tu as eu un avant et un après. Fait que tu es quand même passé proche de te dire je ferme tout, je vends tout. Ouais. Donc il y a qu'est-ce que je suis, moi, si je fais plus ça? Ouais. Martin. Qu'est-ce que tu décides finalement? Tu décides de continuer, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais cette décision de dire je continue? Oui, mais. Donc il y a la redevabilité vis-à-vis des gens, mais autre chose de ça. Donc tu parlais de l'art public, mais y avait-tu d'autres choses qui prennent place dans ce que tu veux faire dans ton travail désormais? Est-ce qu'il y a pour le travail de l'entreprise, là,
Ou alors c'est ça la nouveauté, c'est cette petite graine que tu viens d'avoir sur cette espèce d'art public et le fait de faire passer des mots, des choses à travers ça. Je suis un peu perdu dans la question, excuse-moi, mais... En gros, est-ce que quand tu as eu ce passage-là, déjà, t'as reçu, chose que tu t'attendais pas. Oui. Tu sembles ressentir un besoin de faire transmettre quelque chose via ça désormais, mais y a-t-il d'autres choses que tu as reçues autour de ce travail qui te le font voir différemment? Tu sais, c'était un acquis jusqu'à présent, c'était une compétence que tu avais développée depuis des années, une passion pour quelque chose que tu faisais avec beaucoup de plaisir, mais tu es passé proche de fermer cette page-là. Oui. Donc, dans ce temps-là, est-ce qu'il y a eu d'autres ouvertures de d'autres choses? Tu t'es dit, je ferais d'autres choses, si je continue, mais je veux le faire différemment. Ouais. Je pense que c'est vraiment que l'entreprise soit un moteur pour l'art. Je pense que c'est vraiment ça qui... De revenir à au côté créatif. Oui. De revenir oui. Je pense que c'est vraiment ça. En fait, comme je te disais un peu, j'avais commencé une démarche vers l'art, puis tu sais, comme je suis artiste, bohème, éparpillé, tout m'intéresse, là, tu sais. Puis j'ai même vu au travers du feu, au travers de l'événement, dès le départ, j'ai vu que Dieu avait quelque chose à me dire au travers de tout ça. Et qu'est-ce qu'il voulait te dire? Moi, je m'imaginais Dieu me regarder aller, puis il n'y arrivera jamais, je vais lui donner un coup de main. Fait que le feu, en fait, m'a canalisé dans ma façon de travailler. Donc, le feu m'a appris à me canaliser beaucoup. Fait que c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Non, mais j'ai un verset qui dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Puis, dès que le feu est arrivé, j'ai dit Dieu est en train. Il y a quelque chose de caché dans le feu. Puis, c'est juste à moi de le trouver. Là. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres choses que tu vois poindre? Est-ce que tu vois des choses qui sont en train de se dessiner? Est-ce qu'il y a des changements chez toi que tu observes? Oui, c'est beaucoup lié à l'art, à mon art de la calligraphie. Puis, ouais. Non, c'est beaucoup lié à ça, je pense. De reprendre des paroles et puis de les faire vivre différemment. Ouais. Les sortir du livre, peut-être. Oui, c'est très bien dit. Quand tu dis l'art public, moi, je le vois. Si tu me dis que tu vas faire de l'art public, je te vois sortir le livre. Qui s'avive en dehors du livre. Et on a ô combien besoin de choses qui soient matérielles dans un monde qui est très immatériel. Puis tu vois, quand je vois ce que tu as fait avec le lettrage d'Avad, là, c'est beau là, de voir ça habille soudainement le stage. Il a l'air il a une vie, il y a quelque chose. C'est un repère, c'est un repère visuel. Puis, puis j'aime ce que tu dis aussi, cette notion de repère. Landmark en anglais. Tu sais, c'est comme ça définit le lieu. Fait que si c'est des paroles qui ont du sens, qui définissent les lieux, c'est comme, wow, c'est inspirant. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être vraiment intéressant. Ouais, mais déjà, de savoir que c'est toi qui étais derrière Avad, c'est intéressant. Mais de voir ce que tu vas pouvoir faire avec ça, ça va être vraiment intéressant. Puis je pense que ça va aussi mener à ce que toi, probablement que tu chemines. La première étape, ça a été ça, là, de recevoir. C'était quelque chose pour toi. Fait que... puis peut-être que... j'aime ça. Peut-être que là, Dieu va m'inspirer encore plus, recevoir d'en haut. M'inspirer encore plus précisément. Puis peut-être que ça fait partie de... Je sais pas si toi, tu as ça, mais moi, j'avais ce syndrome-là. Moi, j'étais beaucoup par mes propres forces. C'était beaucoup, je pense que je vais y arriver. Il faut que je le fasse. Ça m'est demandé, c'est attendu. Puis j'ai compris tardivement, parce que je suis têtu, mais qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que je dise. Mais en fait, là, j'ai fait ce que je pouvais. Je pense que la suite t'appartient. Puis juste montre-moi comment je peux faire, ou accompagne-moi quand j'ai plus l'énergie ou j'ai plus l'envie, pour que ça avance dans la bonne direction. Parce que je crois que tu es souverain sur toute chose et que t'as pas besoin de moi, mais tu as envie de collaborer avec moi. Oui, c'est ça. Tu choisis d'avoir besoin de moi. C'est ça. Fait que, en tout cas, cool. S'attendre à l'inattendu. Exactement.
Est-ce que tu veux nous laisser sur une pensée inversée ou quelque chose que tu voudrais que les gens gardent en tête de ce que tu as vécu dans ces dernières années, que ce soit à travers ton travail, à travers cet événement qui s'est passé aussi, à travers ton intention de ce que tu veux faire pour la suite dans ton travail aussi. En fait, ce qui me vient, c'est de prendre le temps de se laisser inspirer, justement. En fait, je me le dis à moi. Tu sais, de vraiment prendre des temps d'arrêt, puis être capable de... prendre des temps d'arrêt, puis des temps où on laisse Dieu nous parler. Même à travers des circonstances pas très le fun. Oui, au travers de toutes les circonstances, parce que plein de circonstances pourraient nous arrêter, là. Pourraient nous arrêter dans le sens négatif, c'est ce que je veux dire. Pourraient nous anéantir. Mais la foi change tout. Quand tu dis, non, moi, je fais confiance à Dieu. Mais ces moments-là, je veux dire, cette foi-là, elle doit avoir des moments d'arrêt, puis des moments de... Je pense que c'est ça que je dirais. Mais c'est comme je disais tantôt, il va sûrement me venir d'autres choses que j'aurais aimé mieux dire, là, mais c'est ce qui me vient. Moi, je suis très surpris de ta stabilité et de ta bonne humeur et de ta joie de vivre. Parce que ça semble pas du tout t'avoir affecté. J'imagine que tu l'as vraiment... Ça n'a pas dû être simple, là, mais... Ouais, non, c'était pas simple, mais puis on me l'a dit aussi, là, comment tu fais pour, je sais pas, pendant les 6 mois, 7 mois qu'on a été arrêtés, j'ai dit que j'étais dans un état de grâce. Il y avait quelque chose de particulier que je recevais pour la journée. Je dis pas que j'ai pas eu des moments plus down, mais pas beaucoup quand même. Puis ce que ça a fait, ça m'a canalisé. Ça a simplifié ma vie. Il y avait une chose à faire, c'est nettoyer. Fait que ça a simplifié ma vie. Puis, OK, c'est ça que j'ai à faire, Seigneur, merci. Go. Fait que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et merci beaucoup. Merci à toi. C'était le fun. C'est très bien, c'est très inspirant. Cool. De partager comme ça, merci. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas. Ça fait plaisir. Salut, à bientôt. À bientôt.